En Israël, d'abord à Jérusalem, retrouver Stéphane Amar. Stéphane, bonsoir. Vous êtes ce soir dans un abri alors qu'Israël se prépare à une nouvelle salve de missiles. Racontez-nous d'abord la vie de quelqu'un qui est en ce moment même à Jérusalem. Quelles sont les consignes données aux habitants? Alors les consignes, c'est de limiter au maximum ces activités. Les écoles sont fermées, les commerces non essentiels sont fermés, l'aéroport est fermé. Les Israéliens peuvent se déplacer, mais on leur conseille de rester à proximité immédiate d'un abri, comme celui dans lequel je me trouve, qui équipe souvent les maisons nouvelles, ou bien il y a des abris collectifs dans les immeubles plus anciens. Et puis les nuits sont très agitées. Car la plupart des tirs ont lieu en pleine nuit, vers 2 heures, 3 heures du matin. Et à ce moment-là, donc, toute la famille descend aux abris. Parfois, on doit y rester longtemps, 1 heure, 2 heures. Les enfants préfèrent dormir dans les abris plutôt que de remonter et de redescendre sans arrêt. Et puis, au matin, on constate les dégâts comme ce que vous évoquiez à Bat-Yam. Il faut bien préciser qu'Israël est habitué à ces tirs de roquettes, bien sûr, depuis Gaza, depuis le sud Liban, mais jamais des frappes d'une telle violence, d'une telle intensité, qui ont cette capacité de détruire des immeubles entiers. Ça, c'est complètement nouveau, bien sûr, mais ça n'empêche que les Israéliens, en tout cas ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui, disent tous qu'ils n'ont pas peur, qu'ils soutiennent cette guerre, qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'ils sont derrière leur gouvernement. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV. De Jérusalem, allons à Washington retrouver notre envoyé spécial Patrick Sauce. Patrick, le président américain Donald Trump a donné une interview à la chaîne ABC et il n'exclut pas, je cite, une implication des États-Unis dans ce conflit. S'impliquer, ça veut dire quoi, Patrick? Essayer d'arrêter la guerre ou alors aider Israël à frapper l'Iran? Ça veut dire beaucoup de choses. Il est tiraillé, Donald Trump, le président américain, parce que il a ses deux droites, finalement. Il y a toute une partie du parti républicain, j'utilise vraiment ce mot-là, parti républicain, et non pas la sphère MAGA, qui est toujours constituée, un peu comme à l'époque de son prédécesseur George W. Bush. On va appeler ça l'aile messianique, c'est-à-dire vraiment très portée sur la religion et qui veut véritablement que les États-Unis s'impliquent en aidant Israël contre l'Iran et dans sa guerre contre les islamistes. Et puis vous avez une autre partie qui, elle, j'irais plus neuve autour du Parti républicain, c'est la sphère justement MAGA, les Trumpistes qui disent attendez, non, nous on a fait campagne sur le fait de ne plus impliquer du tout dans les guerres, ces guerres sans fin. On ne veut pas un seul soldat américain impliqué dans une nouvelle guerre. Il se trouve qu'il y a 50 000 soldats, notamment de l'US Army, qui sont présents dans plusieurs bases américaines. Et puis, on le sait, malgré les discours politiques, il y a ce que font les états-majors, notamment l'état-major de la marine, qui a décidé de conserver 2 porte-avions. Il y a 11 porte-avions dans la flotte US. Il y en a 2, ça fait beaucoup, qui sont en train de naviguer autour du sultanat d'Oman, juste au large du détroit d'Ormuz. C'est l'USS Carl Vinson et l'USS Harry Truman. Je vous dis, ce sont à la fois des groupes aéronavals, mais sur ces porte-avions, il y a quasiment 90 aéronefs de toutes sortes, des bombardiers, vous avez également des drones, des avions de patrouille, et puis bien sûr, pour chacun, quasiment une 60aine d'avions de chasse, sans compter certains bombardiers qui sont en poste du côté de Diego Garcia. Vous ajoutez une frégate française, vous ajoutez un porte-aéronef britannique, ça fait beaucoup de monde qui est en train de se diriger autour des États-Unis vers le golfe Persique et donc vers l'Iran. Patrick Sauce en direct de Washington avec Brice Petit-Fils. Alors que vous voyez toujours ces images impressionnantes du résultat des frappes iraniennes sur le territoire israélien, ici à Bat-Yam, dans le quartier de Bat-Yam, à Tel Aviv. On va bien sûr revenir, et c'est très important de savoir et d'essayer de comprendre la façon dont les États-Unis vont réagir dans les heures qui viennent. Et Patrick Sauce faisait effectivement bien de souligner les tiraillements politiques, diplomatiques du président américain, notamment par rapport à ce qu'étaient ses engagements de campagne. Mais d'abord, Joshua Zarka, avec vous, pour essayer de comprendre ce qui va advenir dans les heures qui viennent, puisque cela fait 3 jours que l'on suit ces échanges de missiles, la façon dont la population israélienne doit se confiner, les frappes israéliennes sur Téhéran, sur le territoire iranien. Ça va continuer en s'amplifiant dans les heures qui viennent, encore cette nuit? Ça va continuer. Nous avons obtenu le contrôle complet de l'espace aérien iranien hier. Et donc, les attaques vont s'intensifier. Je viens de recevoir un message que le chef des renseignements iraniens a été éliminé dans une dernière attaque dans cette journée. Ça va s'intensifier contre, bien sûr, des cibles du gouvernement et de l'armée et bien sûr du programme nucléaire
iraniens, nous faisons très très attention de ne pas cibler, de ne pas toucher les civils iraniens. Avec pour autant des civils qui sont, Malheureusement. qui sont touchés avec ces frappes. Juste avant de faire circuler la parole, vous dites on a effectivement le contrôle de l'espace aérien iranien et on va continuer à taper le nucléaire iranien. Est-ce que, après 3 jours de conflit, vous considérez déjà avoir atteint une bonne partie de vos objectifs? Puisqu'on parle beaucoup de l'efficacité de ces frappes. Bien sûr, vous avez éliminé un certain nombre de hauts dignitaires du régime des Mollahs, des scientifiques aussi qui contribuent Ouais. à ce système nucléaire. Est-ce que pour autant, vous avez sinon la certitude, du moins l'impression que cela change véritablement la donne quant à la possibilité pour l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire? Cela change la donne, mais ce n'est pas terminé. Il faut dire que le programme nucléaire iranien est dispersé à travers l'Iran. Les Iraniens se préparaient à cette possibilité d'une attaque et donc ont dispersé leur programme nucléaire. La première attaque, l'attaque initiale, a déjà causé énormément de dommages pour le programme nucléaire iranien, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et donc, ce n'est pas terminé. Ça prendra encore quelques jours, le temps que nous débarrassions complètement de la possibilité qu'a l'Iran de développer l'arme nucléaire. Oui, Donc c'est l'objectif de frapper et de détruire les sites, par exemple, de Fordow ou de Hondab, qui jusque-là, selon l'AIEA, n'ont pas été endommagés? L'AIEA n'est pas sur place, n'oublions pas. Mais oui, c'est l'objectif de détruire la possibilité qu'avait l'Iran de développer l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas seulement l'arme nucléaire, il faut dire, parce que l'Iran nous menaçait avec l'arme nucléaire, mais non seulement cela, mais aussi avec le programme de missiles balistiques. Alors, ça aussi Oui, les missiles balistiques, on l'a bien compris, c'était sur les sites d'enrichissement nucléaire. Et vous faites bien, Elsa, de parler de la centrale de Fordow, avec l'enjeu de son emplacement, de la possibilité qu'ont les missiles israéliens de taper précisément cet endroit. Juste avant, Antoine Bazbou, sur l'équilibre des forces. Il y a une disproportion évidente entre la force de l'armée israélienne et la réplique iranienne, mais l'Iran ne peut pas se permettre de ne pas continuer de répliquer. C'est au fond cette sorte d'équilibre qui fait que l'escalade militaire se poursuit. Vous voulez parler du déséquilibre des forces? Parce qu'il y a un tel gap entre les deux, technologique et matériel, entre les deux puissances, que l'Iran est resté au XXe siècle. Le dernier avion iranien remonte à l'époque du Shah, des Phantom F-4, alors qu'Israël a la flotte la plus moderne et a mené la première guerre d'intelligence artificielle du XXIe siècle, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec Assad et les autres. Donc il y a un tel déséquilibre des forces qu'aujourd'hui, il y a l'autoroute du ciel qui est ouverte. Et ce soir, Israël a frappé Mashhad, c'est-à-dire à 2300 km, la ville la plus à l'est de l'Iran. Il faut compter 2300 plus 2300, ça fait 4600 allers-retours pour les avions avec ravitaillement en vol. C'est-à-dire que le ciel iranien est totalement ouvert à la chasse israélienne et maintenant ils peuvent aller avec les bombes sans risquer les S-300 qui ont été détruits par 2 vagues l'année dernière au printemps et à l'automne. Toutes les sentinelles, les radars installés par les Iraniens en Syrie et en Irak avaient été détruits et il y a 3 jours, Israël a complété la destruction de ces radars. Donc évidemment, il reste une force balistique. Il va falloir aller dénicher sous les bâches de camions, dans les montagnes, dans les bases. Mais ça, c'est parce qu'on voit, Antoine Bazbous, les dégâts produits, que ce soit en termes de vie humaine et aussi, regardez, c'est toujours ces images dans la banlieue de Tel Aviv à Batiam. Il y a effectivement une disproportion, vous le dites, mais l'Iran fait plus de dégâts qu'il n'en avait fait lors des précédentes attaques ces derniers mois, et notamment en 2024. Regardez les dégâts à Téhéran. Les chefs de l'armée et des Pasdaran ont été tués tous. 13 ou 14 scientifiques du programme nucléaire ont été également éliminés. Et puis, on voit les dégâts en Israël, mais on ne voit pas les dégâts à Téhéran. On ne les voit pas. Or, beaucoup de centres névralgiques du pays ont été neutralisés. Il reste le guide, la clé de voûte du système, la colonne vertébrale. Je ne sais pas si Israël ne sait pas où il se trouve pour l'éliminer ou, sur instruction américaine, il l'épargne pour ne pas que le chaos s'installe. C'est ça la réalité. La seule question, c'est est-ce que les Iraniens ont la capacité de frapper Dimona?
alors là, ça sera une autre dimension. Dimona étant la centrale nucléaire d'Israël, si elle n'est pas bien protégée par son dôme et par le dôme de fer, alors là, ça sera un autre enjeu. Et là, on pourrait voir les Américains rentrer dans la danse. Et on va parler de tout cela, mais justement, Thierry Breton, sur la question du rôle crucial des États-Unis. On a senti dans les premières heures de ce conflit un président Trump. On a d'abord eu un communiqué extrêmement neutre du chargé de la diplomatie, Marco Rubio. Ensuite, un président Trump qui a jugé que les frappes étaient excellentes, tout en expliquant qu'il n'a rien à voir avec tout cela. Quand il évoque la possibilité de s'impliquer dans le conflit, vous qui connaissez ces acteurs-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire faire en sorte que ça s'arrête? Est-ce que ça veut dire éventuellement aider Israël avec un certain nombre d'armes dont ne dispose pas Israël pour continuer à taper le régime iranien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là encore, Donald Trump n'a pas réussi dans son implication diplomatique. Voilà ce que ça veut dire. Et au fond, ça veut dire qu'il a été évidemment pris de court. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a eu à la fin une information, peut-être une coopération. Il a été pris de court. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, ce soir, Benjamin Duhamel devait se tenir la 6e réunion voulue par Donald Trump à Oman. À Oman. Et que, évidemment, et là, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Benjamin Netanyahou était dans une situation relativement difficile en Israël. La population n'était plus homogène derrière la guerre à Gaza. Elle était même très partagée. Sa coalition était fragile. On l'a vu, y compris la semaine dernière. Le timing, au fond, qui a été retenu, enfin, les livres d'histoire retiendront que c'est un timing parfait. Juste avant cette réunion d'aujourd'hui, 2 jours avant la réunion qui devait se tenir aux Nations Unies sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite, en vue d'une éventuelle reconnaissance en de vue l'État d'une palestinien. éventuelle reconnaissance, Ouais. qui n'était pas du reste, qui n'était pas du reste gagné. Et puis évidemment, derrière, la capacité donc de ressouder, parce que, encore une fois, le thème qui est évoqué, le thème, il est parfaitement fédérateur. Il est fédérateur d'abord pour la population d'Israël, qui se retrouve complètement fédérée derrière cet objectif, parce que cet objectif est un objectif existentiel, l'ambassadeur l'a rappelé, existentiel pour Israël, évidemment. On sait que le régime des Mollahs, depuis maintenant plus de 30 ans, a annoncé comme objectif quasiment dans son ADN la destruction d'Israël, et c'est totalement intolérable. Mais je rappelle également que les opinions publiques internationales, et c'est le deuxième volet important de ce dont nous parlons ce soir, Benjamin Duhamel, les opinions quand même publiques par rapport à ce qui se passe à Gaza et au drame humanitaire qui se passe à Gaza, les opinions publiques étaient évidemment, pour le moins, très partagées, voire plus. Donc derrière cela, il y a aujourd'hui, il faut y revenir, il y a une unité maintenant, pratiquement, j'allais dire, de l'Occident, donc pour soutenir le fait que, effectivement, personne ne veut soutenir le fait que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Alors on verra évidemment si à Fordo, on peut aller chercher à 90 mètres de profondeur les centrifugeuses. Pour l'instant, ça semble difficile. En tout cas, il faut avoir des armes spécifiques. On va voir si Israël peut les avoir, si peut-être les États-Unis peuvent l'aider. Derrière, il y a également le fait que Donald Trump a une capacité tout à fait singulière, il faut lui reconnaître, de retomber sur ses pieds. Oui. Et donc, après avoir été quand même celui qui n'était pas dans cette direction, il va sans doute vouloir maintenant revenir. On verra bien jusqu'où. Ce qui est important, c'est, quand je le redis, tous les pays occidentaux, à l'exception du Japon, c'est important d'en parler parce qu'ils vont tous se réunir aussi, se retrouver au G7. Donc, soutiennent évidemment le fait qu'il est absolument indispensable qu'on fasse tout ce que l'on peut faire pour éviter que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. C'est ce qui légitime, je dirais, est-ce que c'est la légalité ou pas? En tout cas, c'est ce qui légitime évidemment cette action. On est tous derrière, je dirais, les Occidentaux. Oui. Et on voit aussi, en contrepartie, le Sud global, lui, soutenir plutôt l'Iran. On voit donc de nouveau cette espèce de fracture se recomposer, mais qui est inédite par rapport à ce que nous vivions depuis maintenant 2 ans
et notamment à Gaza. Beaucoup de sujets que vous avez abordés, Thierry Breton, qu'on va continuer à décliner tout au long de cette édition spéciale. Vous parliez il y a quelques instants du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a pris la parole, je vous propose de l'écouter. C'est une lutte existentielle que l'on lutte ici. Si l'Iran avait des armes nucléaires, imaginez ce qui se passerait ici. C'est une menace existentielle sur l'État d'Israël. Voilà pourquoi nous avons commencé cette guerre de sauvetage et nous le faisons fièrement. Nos aviateurs survolent l'Iran. L'Iran va payer un prix cher pour l'assassinat des civils, des femmes et des enfants. Nous allons atteindre nos objectifs. Monsieur l'ambassadeur, l'Iran paiera un prix très lourd. Voilà ce que dit le Premier ministre Netanyahou. Un prix très lourd, ça veut dire continuer à frapper. Est-ce que ça veut dire que votre objectif, c'est un changement de régime, que le régime des mollahs tombe et donc peut-être aller jusqu'à l'élimination du guide Khamenei? Est-ce que ça fait partie des objectifs de guerre d'Israël? Non, catégoriquement. Donc il n'y aura pas d'élimination de l'ayatollah Khamenei? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas le but. Un changement de régime n'est pas le but, ne fait pas partie des buts de cette opération. Les buts de cette opération sont débarrasser Israël des menaces concrètes, des menaces existentielles qui existaient contre Israël, qu'elles soient balistiques ou nucléaires. Par contre, un changement de régime en Iran est une affaire iranienne, irano-iranienne. Et c'est au peuple iranien de choisir leurs dirigeants. Et si il y avait un changement de régime suite à cette guerre, ce serait pour toute la région. D'abord, les Iraniens en bénéficieraient, mais aussi les Israéliens. Et il est clair que la région vivrait une différente ère, car aujourd'hui, la raison pour laquelle il n'y a pas de paix entre nous et la plupart de nos voisins, c'est justement ce régime iranien. Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, mais donc vous dites que notre objectif n'est pas un changement de régime. Enfin, à vous entendre et à entendre le Premier ministre Netanyahou, vous souhaitez qu'il y ait un changement de régime. Souhaitez, tout à fait. Bon. Clairement, nous souhaitons tout à fait, mais ça ne fait pas partie des buts et concrètement de ce que nous essayons d'atteindre avec cette opération. Je vous donne la parole dans un instant, Elsa Vidal. Je voudrais juste qu'on aille retrouver notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, racontez-nous ce qui se passe dans la capitale iranienne. Je le disais, le QG de la police à Téhéran a été frappé. Des panaches de fumée ont été aperçus. Comment est-ce que la capitale iranienne se prépare peut-être à une nouvelle nuit de frappes israéliennes? Alors la nuit est en train de tomber, comme vous pouvez le voir. Et derrière moi, il y a toujours donc des colonnes de fumée donc qui sont donc le résultat donc des frappes contre deux dépôts donc pétroliers dans le sud de Téhéran, mais aussi dans le nord. Il y a eu des dizaines de frappes contre la capitale iranienne. Par exemple, le quartier général de la police nationale, le Parlement, d'autres bâtiments donc officiels, mais aussi dans des zones résidentielles. Près de chez moi, à quelques centaines de mètres, il y a eu une frappe contre une place et les passants qui étaient là ont été fauchés. Donc, il y a aussi donc des victimes civiles, puisque par exemple dans le quartier de Narmak, qui est dans le sud de Téhéran, un quartier populaire où vit l'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, il y a des missiles qui sont tombés, détruisant plusieurs bâtiments, et donc il y a eu donc des morts, notamment des enfants et des femmes qui ont été tués. Donc on est dans cette situation d'inquiétude. Il y a à l'heure actuelle beaucoup de Téhéranais qui ont décidé de quitter la capitale iranienne pour se rendre soit à la mer Caspienne, une destination qui est habituelle pour les Téhéranais, ou alors aller donc dans des endroits où il y a moins de risques de frappe israélienne. Donc il y a vraiment une crainte, et puis le gouvernement a décidé d'ouvrir les stations de métro, mais aussi les écoles et les mosquées la nuit à partir de ce soir, pour permettre aux gens de s'abriter donc dans ces endroits-là en cas de nécessité. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour BFM TV, alors que la nuit tombe, on le voit sur la capitale iranienne. Elsa Vidal, jusqu'où l'Iran peut décider de tenir et de répliquer? On a des hauts dignitaires qui ont été tués, de nombreux, des scientifiques, des responsables politiques du régime iranien. On a ce qu'on appelle les proxys du régime qui sont tombés les uns après les autres, ont été affaiblis, notamment le Hezbollah libanais.
ça peut tenir combien de temps? Avec par ailleurs une population iranienne qui, on le sait, est sous le joug d'une dictature, mais peut aussi à un moment donné considérer que il est temps de se rebeller encore davantage. C'est tout le calcul en fait qui nous interroge à l'heure actuelle face à l'opération menée par Israël, en dehors du problème du droit international et de la légalité de cette opération qui doit aussi être posée, qui pour l'instant n'est pas véritablement traitée. Là où on s'interroge, c'est de savoir s'il y aura au contraire un renforcement, non pas du nationalisme, mais du patriotisme en Iran autour parfois de certaines autorités face aux frappes. Ou est-ce qu'on verra, et c'était peut-être le calcul de M. Netanyahou, en tout cas la nature de son appel qui engageait les Iraniens à soulever, est-ce qu'il y aura plus de soulèvement de population face à la perspective d'une libération? Il y a les gens avec qui j'ai pu échanger en Iran disent que pour le moment, sur les bazars et dans les discussions, il y a plutôt l'effet drapeau qui s'observe et on peut craindre au contraire une répression accrue sur la société civile iranienne. C'est donc toute la question. Antoine Basbouze, je voudrais revenir sur la phrase que vient de prononcer Elsa Vidal sur la question de la légalité internationale de cette opération. Et bien évidemment, monsieur l'ambassadeur, je vous la soumettrai après. Le conflit, même s'il y a bien sûr le danger existentiel lié au programme nucléaire iranien, le conflit, les frappes ont été initiées par l'État d'Israël sur un État souverain, l'Iran. C'est contraire au droit international, à la légalité internationale, aux règles du multilatéralisme? Oui. Écoutez, question complexe. C'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que les Iraniens avaient le droit de déstabiliser 5 pays arabes en remplaçant les États, en les déstructurant par des milices chiites, en créant des archipels chiites, style de services de renseignement? Irak, Syrie, Liban, Yémen et Gaza. Qui est le cerveau de l'attaque du 7 octobre contre Israël? C'est le général Soleimani qui a été éliminé à Bagdad en 2020 sur instruction de Trump. Qui a parlé de l'axe de la résistance, fourni l'argent, les moyens? Donc l'Iran a donné matériellement les moyens à ses proxys et les ordres à ses proxys pour attaquer Israël. Mais en même temps, dans l'ADN de la République islamique d'Iran, il y a l'élimination d'Israël, c'était en quelque sorte sa légitimité régionale. Et en même temps, l'exportation de la révolution. Donc, quelque part, la guerre n'a pas commencé il y a 3 jours. La guerre déclenchée par l'Iran contre Israël a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Donc, c'est la réponse géopolitique, c'est la réalité. Évidemment, aujourd'hui, l'ONU est très faible, elle est très affaiblie et beaucoup de gendarmes de la situation internationale sont devenus des États voyous et braqueurs, en quelque sorte. Oui, parce que, monsieur l'ambassadeur, un certain nombre de pays du Golfe condamnent les frappes qui sont celles d'Israël en considérant que c'est contraire au droit international, que c'est une attaque sur un pays souverain. Franchement, ça dépend quand est-ce que vous commencez à compter. N'oublions pas que l'Iran a tiré 330 missiles de croisière et drones contre Israël en avril de l'année dernière. Ensuite, 180 en octobre. Alors, l'Iran a tiré sur Israël, clairement. Mais, monsieur l'ambassadeur, c'était en réplique à la destruction du consulat iranien à Damas. D'abord, ce n'était pas un consulat. Ce n'était pas un consulat. C'était un consulat. Non, ce n'était pas un consulat. Je m'occupais de ce dossier à l'époque. Ce n'était pas du tout un consulat. Il était effectivement à côté de l'ambassade iranienne et il n'était pas un consulat officiellement. Non seulement cela, mais en plus, il y a une grande différence entre tirer 330 missiles et missiles de croisière contre un pays et faire une opération antiterroriste sur le territoire d'un 3e pays. C'est une grande différence. Et en plus, les 180 missiles qui ont été tirés en octobre, aussi, c'est les Iraniens qui ont tiré cela la première fois. Et j'ajoute cela à ce qu'a dit M. Basbouze. Effectivement, nous sommes en guerre avec l'Iran depuis de longues années. C'est pas que nous sommes en paix avec l'Iran, nous avons des ambassades, tout va bien. Les Iraniens ne veulent pas notre meurtre, ne veulent pas notre destruction. Les Iraniens n'essayent pas de développer les capacités de le faire. Ils le font et ils le disent ouvertement. Ce monsieur qui est derrière vous, depuis très longtemps... Je précise, le monsieur qui est derrière moi, il s'agit de l'ayatollah Khamenei. Voilà, oui, dit d'une façon... dans ce décor avec également le premier ministre israélien. Dit depuis très longtemps que son intention est de détruire Israël.
et détruire Israël. Il a même dit une date, 2035, ce sera la destruction de l'État d'Israël. Et en plus, il développe les capacités de le faire. Et si nous avions des doutes à ce sujet, le 7 octobre, qui est une opération iranienne en fin de compte, nous a bien réveillés, nous a fait comprendre que les Iraniens étaient extrêmement sérieux. Alors, simplement, pour terminer, un pays comme le mien, avec le peuple comme le mien, avec l'histoire que nous avons, on ne peut que prendre très au sérieux ce genre de menaces. Un mot, monsieur l'ambassadeur, puisque parmi les choses qui ont été dites par le président américain, il a évoqué sans l'écarter la possibilité d'une médiation faite par Vladimir Poutine entre l'État d'Israël et l'Iran. Est-ce que... comment dire, quelle est la réaction, si j'ose dire, vous accepteriez une médiation faite par le président russe Vladimir Poutine? C'est le mieux placé pour s'occuper de cette médiation? Ce sera une décision qui sera prise par le Premier ministre et par le cabinet de guerre. Si j'avais donné mon opinion, ça m'étonnerait. Parce que c'est pas forcément la personne la plus adaptée pour ça, pour maintes raisons. Compte tenu de la situation. Pour maintes raisons. On peut même s'interroger sur les raisons qui peuvent pousser Donald Trump à accepter ce genre de médiation, parce que c'est quand même un aveu d'incapacité, un aveu de faillite de son cycle de négociation actuel. Mais, Thierry Breton, oui, et je vous laisse réagir dans un instant, mais j'en profite aussi pour continuer à faire en quelque sorte le tour des réactions diplomatiques, parler de la réaction diplomatique française. Qui, Emmanuel Macron qui continue d'appeler à la désescalade, mais le président de la République pour lequel on a vu une sorte de changement à 180 degrés. Il s'apprêtait à défendre, vous le disiez à New York, la reconnaissance de l'État palestinien avec l'Arabie Saoudite. Il avait des mots très durs contre le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Et maintenant, il soutient le droit d'Israël à se défendre. Benjamin Hamel, c'est toute la différence entre la légitimité, au fond, d'une opération et sa régularité au sens du droit international. D'un point de vue de la légitimité, voilà, on comprend effectivement tout ce que vous venez de dire, bien entendu, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, le droit international est le droit international. Et effectivement, sur le fait, c'est du reste l'expression qui unit aujourd'hui, et il faut quand même le souligner, qui unit aujourd'hui la quasi-totalité des pays occidentaux sur le soutien de l'opération qui a été engagée par Israël, parce que précisément, elle a été présentée, vous nous l'avez redit au début de notre entretien, monsieur l'ambassadeur, elle a été présentée exclusivement, non pas comme un régime change, pour prendre les termes que vous avez utilisés. Changement de régime, donc. Changement de régime, mais pour faire en sorte que l'Iran n'ait pas accès à l'arme nucléaire. C'est ce qui motive, moi c'est ce que j'ai compris, et avec moi je crois, la quasi-totalité des pays occidentaux, sauf le Japon, je le rappelais tout à l'heure. C'est ce qui motive. Alors, est-ce que c'est suffisant pour être une opération légale au sens du droit international? On se souvient, légitime, on le voit. On se souvient, en 2003, que c'est précisément ce qui avait été utilisé en Irak pour motiver la décision, on s'en souvient, américaine, avec les conséquences que l'on sait. Et je pense qu'il faut être là très attentif, effectivement, à ces deux aspects des choses. Et peut-être, puisque vous rappelez la position du président de la République, mais aussi d'un certain nombre de pays européens, au fond, Israël... On est au milieu d'un nouveau conflit, vous le rappelez, monsieur l'ambassadeur, il ne date pas d'aujourd'hui, mais enfin là, on est quand même passé à la vitesse supérieure. Il faudra du reste voir quels sont les buts derrière et comment en sortir. Mais c'est un autre sujet, mais il faut aussi commencer à l'avoir en tête. Mais au fond, parce qu'il y a de nouveau cette unité qui vient de se recréer, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être légitime de répondre, qu'Israël réponde aussi à une sollicitation je dirais très nourrie d'un nombre important des amis d'Israël, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour avoir un cessez-le-feu à Gaza? Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour réouvrir, pour réouvrir massivement Gaza à l'aide humanitaire? Parce que précisément, voilà, on voit qu'il y a un changement de données et on voit qu'il y a toujours ces drames qui se passent humanitaires, qui se passent tous les jours. Est-ce qu'au fond, parce que ce sujet-là, il a l'air d'être un peu éclipsé en ce moment. Et bien justement, Thierry Breton, réponse de l'ambassadeur effectivement. Je viens de lire les instructions qui ont été données par le Premier ministre de reprendre les négociations et d'envoyer le groupe de négociateurs au Qatar. Je ne sais pas si au Qatar, mais il a donné des instructions pour que les négociations... Juste de reprendre les négociations avec le Hamas. De reprendre les négociations pour le cessez-le-feu, pour arriver à un cessez-le-feu plus rapide. Mais vous parlez de l'assistance humanitaire, alors merci d'en avoir parlé, parce que c'est important. Vous savez, la dernière fois que nous avons eu un cessez-le-feu,
nous avons découvert que le Hamas était enrichi. Le Hamas, en 2024, avait gagné plus d'argent en vendant l'assistance humanitaire qu'il recevait des pays internationaux, parmi lesquels la France. Là, on ne parle plus du Hamas. On parle de l'assistance humanitaire. Gaza, les populations, on parle de l'assistance humanitaire. Vous avez parlé de l'assistance humanitaire. Voilà. Il faut que j'y réponde. L'assistance humanitaire était volée par le Hamas et était vendue à la population. Alors, ce que nous avons fait... On a suivi ça à la Commission européenne, vous vous en souvenez. Ce que nous avons fait, justement, c'est de développer un système qui permettrait la distribution de l'assistance humanitaire à la population en énorme quantité. Parce qu'il y a urgence. Exactement. Il y a urgence et en énorme quantité pour justement que ça aille directement aux Palestiniens, aux Gazaouis. Alors vous pensez que ça va pouvoir se mettre en place? C'est mis en place. Mais maintenant, on ne le voit pas sur le terrain. Alors, on a distribué quand même 16 millions de repas en une semaine. Alors, mais il faut espérer que ça aille encore plus vite. Je précise, monsieur l'ambassadeur, que effectivement le blocus humanitaire a cessé, mais que l'aide humanitaire rentre de façon extrêmement insuffisante par rapport aux besoins sur place. Et on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Thierry Breton, Antoine Basbous, Elsa Vidal.